Bonjour Gaëlle, Hello Clémence, ravie de te retrouver. Je suis super contente que tu aies accepté de faire cette interview. c'est un plaisir, tu le sais, je suis toujours là au rendez-vous quand il faut. On a toutes les deux une activité auprès des mamans et ça me paraissait intéressant, et on est partenaires dans Ouais. nos activités, et ça me paraissait intéressant d'avoir ta vision des choses sur ta spécificité. Et pour commencer, peux-tu nous raconter ton vécu en tant que maman, Ah, alors ça, c'est une grande histoire. n'est-ce pas? Vécu en tant que maman, je peux dire qu'il y a eu deux vies en fait. La première, ça a été, je dirais, une vie plutôt teintée de souffrance un petit peu quand même. Parce Hmm. que c'est vrai que je me suis très rapidement aperçue que ma vie de maman n'allait pas être si simple. Dès le premier, je dirais que, bon, j'ai trois enfants aujourd'hui, qui sont plutôt grands maintenant, puisqu'ils ont 19, 14 et 11 ans. Et c'est vrai que dès le premier, on va dire, j'ai touché le gros lot, puisque j'ai eu un grand qui avait tout de suite manifesté des troubles. Et dans mon quotidien, ça a vraiment rendu les choses très compliquées parce que je ne pouvais plus être qu'une maman. Il a fallu que je sois éducatrice, avocat, médiatrice. Enfin bon, voilà, j'ai porté un peu toutes les casquettes. Et c'est vrai qu'en plus, quand c'est le premier, ben, on n'a pas de référence, on ne sait pas comment Hmm. s'y prendre. Eh oui. Donc, non seulement j'en ai eu un, puis j'en ai eu deux, puis j'en ai eu trois. Donc, trois Hmm. avec des troubles, avec des particularités, que ce soit au niveau du comportement, mais aussi au niveau des troubles des apprentissages. Et c'est vrai que mon rapport avec mes enfants a été un petit peu compliqué, quoi. C'est vrai que j'ai un petit peu souffert une première partie de ma vie. Ouais. Voilà. Ça a Donc, été quoi ton plus grand challenge dans ta vie de maman par rapport à la perception justement de ces troubles? ben, je dirais que le plus gros challenge, déjà, le fait d'avoir trois enfants, ça reste quand même un challenge. Il faut être là, toujours armé à toutes les situations. Voilà, il faut tout anticiper. Déjà, le fait d'avoir trois enfants, c'était déjà un petit peu compliqué. Pourtant, moi, ils étaient quand même assez espacés, donc j'avais quand même le temps de me remettre du premier puis du deuxième. Hmm. Mais je dirais que mon plus gros challenge, ça a été de lutter contre mon propre TDAH aussi. Voilà. Parce que quand on est une maman, alors je ne savais pas, quand j'ai eu mes enfants, je l'ai su évidemment par l'expérience de ma propre expérience de maman. En voyant mes enfants se comporter, j'ai compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui me rappelait, qui me ramenait à moi. Mais c'est vrai que mon propre TDAH a été vraiment compliqué parce qu'on est soi-même désordonné, on est soi-même, on n'anticipe rien, on est soi-même dans une forme de procrastination et on est là en train d'essayer d'élever nos enfants en leur expliquant qu'il ne faut pas être désordonné, qu'il ne faut pas être. Enfin voilà. Donc c'était très compliqué parce que j'étais dans une double confrontation. J'avais ma propre confrontation avec mon fonctionnement à moi et puis celle de mes enfants, quoi. Donc vraiment, ça a été très compliqué pour moi, Hmm. quoi. Donc tu disais que tout à l'heure tu parlais des troubles de tes enfants, donc c'est des troubles TDAH, c'est ça dont tu C'est parlais. ça. Ouais, Ok. tout à fait. Et à quel moment est-ce que tu as remarqué justement que tes enfants, ils avaient cette particularité et que tu as pensé à les faire diagnostiquer? C'est quoi les premiers signes de TDAH? Alors, les premiers signes pour moi, je ne sais pas si réellement j'ai vu tout de suite des signes, parce que encore une fois, j'ignorais totalement ce qu'était le TDAH. Alors, pour ne pas le citer, un TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est vrai que autant j'avais vu des reportages comme tout le monde à la télé où on nous parlait d'hyperactivité, donc on parle que de ça maintenant, mais en réalité, ce qui pose vraiment problème, c'est surtout le problème d'inattention, quoi. Et Hmm. donc, moi, ce que je voyais chez mon premier, puisque là, pour le coup, je n'avais pas d'autres exemples, ben, je voyais quand même une difficulté à gérer un peu les émotions, un enfant qui bougeait beaucoup, qui bougeait trop, et souvent dans des moments qui n'étaient pas du tout opportuns, du genre quand vous êtes dans une salle d'attente et que vous le voyez en train de démonter toute la salle d'attente, quand vous êtes à table, qu'il est incapable de rester ses fesses sur une chaise pendant 5 minutes. Et donc, voilà, ça a été vraiment les premiers signes. Après, c'est vrai que ce qui m'a vite rappelé au fait que l'enfant n'était pas dans un fonctionnement dit normal, c'est vrai que c'est tout de suite ce rapport à l'extérieur, que ce soit à l'école déjà, parce que la maîtresse répétait souvent que mon fils n'était pas attentif, qu'il était désordonné, qu'il répondait facilement, qu'il était un peu le meneur à faire un peu des histoires en classe, etc. Et puis aussi ben, les amis qui ne voulaient plus venir manger à la maison parce que ça dérangeait, parce que ça posait problème. La famille aussi, je me rappelle de ma mère qui me disait,
fin, je pense que elle me remettait moi en question. Elle me disait, Mm. tu n'es pas assez dure avec cet enfant, tu n'es pas Mm. assez, tu es trop permissive. Enfin voilà. Et donc, forcément, tout ça fait qu'on s'accable toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. On est vraiment dans une forme de culpabilité Mm. et on s'en sort plus. Puis on voudrait pouvoir aider cet enfant parce qu'on sent bien que bah, nous, on fait tout ce qu'on peut déjà Oui. et que ça suffit pas parce qu'il y a autre chose. On sent que c'est quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. Mhm. Donc voilà, ça a été vraiment les premiers signes. Et puis je dirais que ce qui a été le déclencheur, alors je parle de mon premier, hein, parce qu'après, évidemment, le deuxième, troisième, j'ai bien compris que ça pouvait être aussi leur cas. Mais je me rappelle que quand il avait 5 ans et demi, alors donc Enzo, hein, mon plus grand, avait été à un rendez-vous avec l'orthoptiste pour vérifier ses yeux, pour être sûr, c'était voilà, c'est quelque chose qu'ils organisaient pour tous les enfants de l'école. Et puis cette dame m'avait consulté et m'avait dit, je pense que votre fils, il a une particularité. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, parce que dans des exercices de calcul pour voir si ses yeux fonctionnaient bien, ben, il me répondait étonnamment d'une manière très différente des autres. Et en fait, ce qui a été tout de suite enfin, ce qui a été suspecté, c'est peut-être plutôt le haut potentiel. Mm. Parce que c'est vrai que dans le TDAH, il y a des troubles associés et ça fait partie, alors c'est pas vraiment un trouble HPI, mais le fait d'être Oui. précoce, quoi. Mais c'est vrai que là, elle m'a dit, il y a quand même quelque chose de particulier chez cet enfant. Puis au fur et à mesure, on a consulté la psychologue scolaire qui nous a alertés, qui était spécialisée, il se trouve, dans le TDAH et qui nous a dit, je pense que votre enfant a un trouble de l'attention. Et c'est Mm. là que tout a démarré, où on a commencé à faire les diagnostics, les suivis, etc., quoi. Ok. Est-ce que dans ce parcours-là, justement, l'apprentissage des différents troubles du TDAH, est-ce que Ouais. ça a été jusqu'à, dans ton rôle de maman, avoir peur du regard des autres, du jugement des autres? Mais je crois qu'en fait, la vraie douleur, elle est là. Mm. Pour toutes ces mamans qui vivent cette expérience de l'handicap, du trouble de TDAH, c'est vraiment là la douleur en réalité. Parce que si on était simplement chez soi, bon, évidemment, il y a d'autres problématiques à la maison, hein, bien sûr, mais la vraie douleur intense, elle est là, c'est-à-dire qu'on est ce rapport aux autres où on nous montre tout le temps du doigt. On Mm. nous dit que toi, tu fais pas ce qu'il faut parce que ton enfant, regarde, là, tu vois son comportement, il dérange. Et donc, c'est ça qui fait qu'on va souvent voir chez beaucoup de mamans avec des enfants TDAH, on va voir vraiment cette souffrance qui est le regard des autres, justement. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment commun à tous ces parents qui vivent cette expérience, quoi. Et oui, Si parce que vraiment il suffisait de rester avec eux et de faire au mieux, bon, mm. hein, on ferait comme on peut, puis ça fonctionnerait. Mais malheureusement, c'est que là, on est face à ces gens qui vous jugent finalement. Les exposer au monde et toi aussi t'exposer, vous exposer en tant que parent face à ces Exactement, gens-là. Mm. exactement, tout à fait. Alors du coup, aujourd'hui, tu es coach, Ouais. justement pour les mamans qui ont des enfants avec des troubles TDAH. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce rôle-là, de faire ce métier-là auprès de ces mamans? Ben, je crois que c'est d'abord par mon expérience à moi, parce que de toute façon, bon, moi, je suis quelqu'un d'hyper empathique. J'ai envie d'aider toutes ces mamans. Et quand je voyais déjà qu'on me sollicitait, moi, localement, hein, déjà dans mon petit secteur à moi, j'avais des mamans qui savaient que j'avais eu une expérience déjà avec mes enfants, qui venaient me consulter, qui venaient me demander des conseils. Et ben là, je leur ai dit que bon, finalement, j'étais que quelqu'un qui vivait cette expérience de maman, mais je savais pas trop quoi leur dire au départ. Et puis très vite, bah, j'ai dit, attends, tu sais quand même certaines choses, il y a des choses que tu peux leur dire. Donc j'essaie de les conseiller comme je pouvais. Puis en fait, j'ai commencé à prendre goût un petit peu à ça, de Mm. pouvoir apporter ma contribution. Même si peut-être ça valait rien, je sais pas. Je savais même pas si ça valait quelque chose. Mais je voyais que dans leur regard, le simple fait de pouvoir avoir une parole de quelqu'un qui connaissait cette particularité, eh ben, elle se sentait moins seule. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que moi aussi je me forme. Il faudrait peut-être que j'essaye d'aller voir un peu plus loin, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et puis peut-être qu'un jour, tu arriveras à accompagner vraiment comme une vraie professionnelle toutes ces mamans. Donc Mm. finalement, c'est là que ça s'est fait, quoi. Mm. Ce qui est le cas aujourd'hui dans ton propre programme. Ben, c'est exactement ce que j'ai mis en place parce qu'après, évidemment, il est venu le moment où je me suis dit, il faut faire quelque chose de vraiment complet. Et j'ai vraiment voulu créer cet accompagnement où j'essaye de toucher toutes les sphères de leur vie, vraiment. Parce Mm. qu'encore une fois, chaque TDAH est atypique, chaque TDAH a ses particularités. Et on ne peut pas dire, toi, ton problème dans ta famille, c'est ça. Mm. Non, parce qu'elles vont avoir à chaque fois une problématique particulière. Donc moi, dans Sauf ce que ça programme, peut s'associer à d'autres, comme tu disais tout à l'heure. exactement, exactement. Donc, du coup, j'ai essayé de créer un programme où
tout le monde puisse être touché, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Ok. Et justement, c'est quoi les principales difficultés auxquelles les mamans sont confrontées elles élèvent des enfants en TDAH? Les principales difficultés, je dirais que c'est déjà arriver à continuer à penser à soi. Parce que c'est vrai que ces mamans, elles finissent par totalement s'oublier. C'est comme si elles enterraient un petit peu leur vie de femme d'avant. Et là, elles sont face à cet enfant qui leur fait totalement oublier. Elles sont complètement hypnotisées par ce problème-là. Et d'ailleurs, je le vois à chaque fois que je fais un premier coaching. Alors après, elles finissent par comprendre comment elles doivent fonctionner. Mais le premier coaching, elles peuvent passer 1 heure à ne parler que de ça, Hmm. à parler de cet enfant. Et moi, souvent, je leur dis, oh, oui, attention. Parce que c'est vrai que votre enfant, il est là, il faut en prendre soin parce qu'il a des difficultés, qu'il faut l'accompagner. Mais vous devez quand même vous préoccuper de votre bien-être. Et Mhm. moi, souvent, j'essaye de mettre le doigt là-dessus parce que je sens que c'est là où ça peut vraiment très mal tourner finalement. Ces femmes n'arrivent plus à penser par elles-mêmes. Elles sont complètement focalisées sur l'enfant, quoi. Mhm. Et du coup, en quoi consiste ton approche en tant que coach? Comment tu fais pour les aider à mieux gérer ce TDAH auprès de leurs enfants? Ben, moi, mon approche, c'est déjà, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir les recentrer sur elles-mêmes, parce que je pense que c'est important qu'elles prennent conscience que, comme je dis souvent, cette grande amphore et cette petite amphore, la grande amphore a besoin de nourrir la petite amphore, donc il faut déjà qu'elles prennent soin d'elles. Après, c'est vrai que souvent, à travers leurs problématiques, alors ça peut être la planification, la gestion du temps, souvent elles me disent je n'ai plus de temps pour moi, mais en fait, elles n'arrivent pas à prioriser tout ça. Et puis même à la maison, l'organisation à la maison, tout ça, c'est compliqué parce que déjà en temps normal être maman, c'est compliqué. Mais en Hmm. plus, quand on est face à un enfant qui a totalement un fonctionnement différent, et c'est aussi dans leur façon de communiquer avec lui. L'enfant, quand il communique, bon, ça peut se faire tout seul, mais quand on est face à des difficultés attentionnelles, des difficultés d'impulsivité, même d'hyperactivité, c'est pas forcément le cas, hein, Hmm. là, on est complètement, on sait plus, on a plus de moyens, on nous apprend pas à communiquer avec un enfant normalement. Donc c'est vrai que là, on est là pour justement accompagner dans toutes ces démarches, aussi bien pour prendre soin d'elles, aussi bien pour planifier, pour arriver à mieux gérer leur emploi du temps qui est souvent surchargé hein, par les rendez-vous divers, tous les spécialistes, l'école, etc. Et puis arriver à mieux communiquer, à recréer ce lien avec l'enfant, parce que ça, souvent, c'est ce qu'on retrouve quand même hein, chez toutes ces mamans. Hmm. Alors Gaëlle, depuis tout à l'heure, je t'entends parler et tu le sais que je m'adresse aussi aux mamans. Ma spécificité, c'est celles qui sont en burn-out maternel ou qui sont vraiment dans l'épuisement. Donc tout ce que tu me dis, moi, ça me parle, je l'ai vécu. Et je pense à une de mes filles et je me dis, mais comment est-ce que je fais pour savoir si ma fille a un TDAH? C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir simplement affaire à un enfant qui est un petit peu voilà, perturbateur ou qui a besoin de juste d'être un peu plus encadré. En fait, je dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est que dès le moment où on a essayé de mettre déjà beaucoup de cadres, où on sait qu'on a déjà fait pas mal de choses qui sont censées être efficaces et qu'on voit que rien ne prend. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple très très concret. Euh, Pendant des années, j'ai demandé à ce que mes enfants mettent leur linge sale. Mais je le répétais jusqu'à 2 à 3 fois par jour, ça n'est jamais rentré. Hmm. Ça n'est jamais rentré. C'est quelque chose qu'ils sont incapables de faire. Alors, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est que dans leur fonctionnement à eux, le linge sale, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon programme, le linge sale, ben, c'est un exemple tellement concret parce que c'est le quotidien. Ben, ils voient ça un petit peu comme quelque chose qui n'est pas très important, donc ça ne mérite pas plus d'attention que ça. Hmm. Et tout est comme ça chez eux. Donc c'est vrai qu'on est tout le temps dans une répétition. Ça déjà, c'est quelque chose que les mamans peuvent remarquer hein, quand elles ne savent pas au départ. Elles disent, je suis tout le temps en train de répéter, répéter, répéter. Donc on voit que malgré les bonnes intentions de cette maman, ça ne prend pas. On voit un enfant qui quand même bouge énormément. Donc, ça peut être un enfant qui, quand il est sous une forme plus hyperactive ou impulsive, il va avoir tendance à se faire mal, souvent, Hmm. il se blesse. Moi, mon cas, mon grand, c'était vraiment ça. Il était constamment en train de se blesser, mais jusqu'à des choses, des fois, où on se fait des frayeurs pas possibles. C'est un enfant où on sent, quand on lui parle, il est là, mais il n'est pas là. On sent que son regard est fuyant. Souvent, on est obligé de le ramener vers nous. Hop, regarde-moi, je suis en train de te parler.
Et donc, pour eux, c'est très compliqué parce que la moindre petite distraction, un petit bruit, quelque chose qui se passe à côté, il va tout de suite être, hop, attiré par tout cela. Et finalement, il a toujours des pensées parasites. Il y a toujours des choses qui vont l'attirer sur l'ailleurs. Et Hmm. donc là, l'enfant, ben, il n'est plus du tout avec nous, quoi. Et puis après, évidemment, bon, le TDAH, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a des troubles associés. C'est très rare d'avoir un TDAH pur et simple. Ouais. Donc, il peut y avoir des troubles d'apprentissage aussi. Donc, c'est vrai que des fois, l'enfant, mais on se rend compte que, par exemple, apprendre les tables de multiplication, c'est impossible. On a tout essayé, toutes les techniques. Alors, ça te fait rire, c'est que ça doit te parler. Mais oui, je suis en plein dedans. Non, mais vraiment, il va falloir que je fasse ton programme, je crois. Mais oui, mais tu vois, cette réaction que j'ai, enfin que tu as là, je l'ai souvent parce qu'en fait, malheureusement, je pense que beaucoup de parents sont concernés. Il y a la question aussi de se dire, est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce qu'on les diagnostique un peu plus? Je pense que Hmm. c'est un peu les deux. Je pense Ouais. qu'on est dans une société où tu vas très vite, où on demande de faire tout vite, mais même nous, on se voit en tant que parents. On est toujours en train de se presser pour n'importe quoi. Donc l'enfant, on est toujours en train de le speeder. Et ça, franchement, ça multiplie les aspects du TDAH, quoi. Donc l'enfant, il va être comme speedé tout le temps et il a cette incapacité à se poser, quoi. Donc ça Hmm. aussi, ça fait partie des choses du TDAH, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à se poser 5 minutes. Il est souvent aussi dans une hyper-focalisation, c'est-à-dire quand il commence quelque chose, quand on va lui demander de faire autre chose, c'est un drame parce qu'il va faire des crises. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'explique. Il faut anticiper chaque chose. Chaque décision doit être anticipée avec lui. Mais par contre, il y a d'autres choses où il faut surtout pas anticiper. Par Ouais. exemple, peut-être que ça va te faire sourire. Mais si par exemple vous prévoyez de faire une sortie qu'ils adorent, surtout ne leur dites pas la veille. Ah Parce que oui. c'est fini. Vous êtes pendant 24 heures, il va vous mettre une tête comme ça, parce qu'il est encore une fois dans cette hyper focalisation. Il a besoin de sentir que ça va arriver. C'est quand, c'est quand, c'est quand. Il va vous prendre la tête jusqu'à ne pas dormir. Voilà. Hmm. Donc, vous voyez, c'est vraiment un fonctionnement bien à part où tout est multiplié par 10. Voilà. Ouais. Tout est multiplié par 10. Ok. Il doit y avoir différents niveaux, mais je la reconnais quand même à certains points. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous partager les réussites ou les histoires inspirantes de mamans que tu as accompagnées? Ouais, bien sûr. Les Ben, changements. j'ai le cas d'une maman là qui est vraiment un cas très intéressant tout dernièrement là, donc c'est pour ça que ça me revient en tête là, qui suit donc mon programme et qui a quand même bien avancé. Et puis cette maman depuis le début me dit oh mais moi je suis très encadrante, je mets beaucoup de choses en place. Bon, je pense que dans le programme, il va y avoir quelques points peut-être qui vont m'aider, mais je prends, c'est toujours intéressant, etc. Donc, elle fait son programme, elle avance. Et puis, elle me dit, c'est quand même bizarre parce que je sens que mon enfant, malgré tout ce que je mets en place, je sens que ça colle pas. Il y a des fois où il me fait beaucoup de crises, il est très nerveux, il fait beaucoup de colère. Pourtant, je fais tout. Et puis, en discutant un petit peu avec elle, parce que j'essaie de les accompagner aussi en parallèle, hein, je ne m'en tiens pas qu'à leur livrer comme ça un programme en ligne, il faut aussi les accompagner. Et là, j'entends dans tout ce qu'elle me dit que finalement, elle n'est pas encadrante, elle est carrément hyper autoritaire. Et Hmm. puis, quand elle pose une punition, c'est une punition qui n'en finit jamais. Hmm. Alors, il y a des parents qui, par contre, ne savent pas continuer leur punition et qui tiennent pas le coup puis qui lâchent. Ça, c'est très souvent. Mais elle, elle pose une punition, elle l'envoie dans sa chambre, ça pouvait durer une journée entière. Ah Et oui. donc, elle s'apercevait que l'enfant, eh ben, il était toujours hyper. Il lui en voulait tout le temps, quoi. Mais j'ai dit, mais Hmm. c'est normal que cet enfant réagisse comme ça. Et encore une fois, je lui ai expliqué qu'une punition, c'est pas juste on punit, on donne une punition, on donne une consigne et puis c'est terminé. Non. Il y a vraiment des punitions qu'il faut éviter. Et puis, il y a des punitions aussi qu'il faut mesurer, qu'il faut réfléchir. On ne pose pas la punition comme ça sur un coup de sang. Jamais, jamais, parce que là, souvent, on est Ouais, dans ouais. une colère extrême et là, on va dire, tu es privé de portable pendant 2 mois, alors que c'est totalement irréalisable. Et Hmm. donc voilà, cette maman, en fait, elle était dans une extrême autorité. Elle pensait pouvoir lui rendre service parce qu'elle se disait, il est très dur, donc il faut que je sois aussi très dur. Et Hmm. finalement, elle me dit, mais tu vois, à travers ce programme, il y a un module qui est donc réservé sur la communication, vraiment, et je parle de la punition. Et elle me dit, mais ça a été révélateur pour moi, parce que je me suis aperçue, j'étais complètement à côté de la plaque, et je me suis aperçue qu'en fait, dès le moment où j'ai commencé à mettre ces petits détails en place,
eh bien, mon enfant avait une réaction qui était totalement différente. Et ça me paraissait trop court des fois. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Elle me dit, oui, ça paraissait trop court, mais en réalité, ben, j'avais des résultats. C'est-à-dire que Mm. mon enfant, il a compris qu'il n'avait pas besoin d'être puni pendant une journée, c'est sûr. Et qu'en fait, il suffisait parfois, parce que j'explique que c'est selon l'âge aussi, il y a des temps de punition selon l'âge, ben, des fois, de punir un quart d'heure dans sa chambre, ça suffisait pour qu'il se sente exclu tout d'un coup du noyau familial, puis qu'il avait envie de revenir avec nous. Et puis, en fait, ça coulait tout seul. Et elle me dit, aujourd'hui, j'ai un enfant qui est beaucoup plus apaisé, qui était vraiment dans des extrêmes colères. C'est-à-dire qu'il faisait des crises à se rouler par terre, il se raidissait, c'était insupportable pour elle, quoi. Et finalement, cet enfant s'est trouvé beaucoup plus apaisé juste en changeant le mode de fonctionnement sur la punition, quoi. Mm. Juste ça, C'est ce que tu appelles les punitions QRM, c'est ça? exactement. QRM, c'est-à-dire quantifiable, réalisable, mesurable. Mm. Et ça, je veux dire, dès le moment où on commence à prendre conscience du fonctionnement, mais c'est magique. C'est magique parce que déjà, nous aussi, ça nous enlève un poids quand même. Parce que souvent, j'ai des mamans qui ne savent pas comment punir. Mm. Elles punissent, mais elles ne tiennent pas, ou alors c'est pas du tout réalisable, quoi. Une punition, on doit vraiment être clair, c'est-à-dire que la consigne, elle doit être claire. La punition, quand on la donne, il faut que l'enfant comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Et souvent, on est très, très, très abstrait, on n'est pas clair dans ce qu'on dit. Donc déjà, la communication, ça passe aussi par ça, c'est lui dire clairement, d'une manière très courte et précise, voilà, ce que je te demande, c'est ça. Tu dois faire ça. Il faut que ça soit à sa portée aussi, parce que parfois, on va lui demander des choses qui sont impossibles pour lui le punir pendant toute une journée. Ouais. Là, on est sur la maltraitance, on n'est plus du tout sur la punition. Et puis, il faut qu'elle soit mesurable, c'est-à-dire que l'enfant, il faut qu'il puisse sentir l'objectif à la fin. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on peut utiliser un time timer. C'est un petit objet très, très facile à utiliser où on peut voir visuellement le temps qui doit s'écouler par une couleur bleue, rouge, ça dépend de celui qu'on a. Et puis, voilà, il sait qu'au bout de tant de temps, eh bien, sa punition, elle est terminée. Et Mm. ça permet à l'enfant aussi de sentir que, bon, voilà, bon, je sais que je dois tenir le coup pendant ce petit quart d'heure. Et puis après, c'est fini et après, je suis libérée, quoi. Et ça évite beaucoup de crises parce que ces enfants, je veux dire, on ne peut pas leur demander l'impossible non plus, quoi. Ouais. Ce que j'aime dans cette approche, c'est que ça euh, désolidarise en fait la punition de toi en fait, parce que c'est l'objet qui fait tenir la punition. Et donc, ça permet de Exactement. maintenir le lien et une bonne communication dans les Tout règles. à fait, tout à fait. C'est peut-être quelque chose que tu utilises toi aussi, peut-être Oui, sous une autre forme. sur d'autres formes, Voilà, effectivement. sous d'autres formes, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le tester, mais c'est vrai que l'enfant est rassuré parce qu'il sait que là, c'est quelque chose qu'il va pouvoir réaliser, c'est quelque chose qui est tout à fait à sa portée. Et puis la maman, voilà, elle a posé les choses, c'est mesuré, c'est anticipé, c'est réfléchi. Elle sait que Mm. ça va être tout à fait possible pour lui. Et franchement, on a tout à y gagner. C'est gagnant-gagnant, quoi, des deux côtés. Hmm. Alors, de ce que je sais, les enfants TDAH, et tu en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, de traitements aussi. Comment est-ce que tu aides les mamans dans la gestion de tous ces traitements-là? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez le TDAH, il y a plusieurs profils. Hein. Il y a plusieurs profils, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, souvent, on entend parler plutôt de l'hyperactivité, ça, c'est un peu le mot à la mode, hein, mais en réalité, ça ne veut rien dire, parce que l'hyperactivité, c'est plutôt un des troubles du TDAH. Le TDAH, c'est surtout un problème inattentionnel. Mais il y a des profils où, effectivement, on va avoir plus un côté inattentionnel. Donc, on va avoir, par exemple, c'est le cas de mon deuxième, hein, il est très, très, très calme. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais alors, il est complètement, il est à l'ouest. Hein. Je veux dire, quand on lui demande quelque chose, il faut le demander 3, 4 fois, parce que sinon, il n'a pas tout assimilé. Et puis, il va y avoir au contraire des profils où on va être plus sûr de l'impulsivité, même de l'hyperactivité. Donc là, on est sur des enfants vraiment qui vont réagir au quart de tour, qui vont être toujours un petit peu dans ce fonctionnement cerveau reptilien, c'est-à-dire je réagis épidermiquement. Voilà, sur le moment, ça me met les boules, donc je te le montre. C'est aussi l'hyperactivité, donc ces enfants qui vont trop bouger, qui vont se faire mal, qui vont répondre, voilà, qui sont toujours dans l'opposition. Et puis, il y a aussi les profils mixtes. Donc ça, je n'invente rien, hein. Ce sont des choses qui Mhm. sont établies scientifiquement, où là, on va avoir effectivement les trois symptômes, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc Mm. déjà, en fonction du profil de l'enfant, on ne peut pas l'accompagner de la même manière, parce qu'il va y avoir aussi ces troubles associés au TDAH. Donc on parle souvent des multidys, il y a dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie et j'en passe.
Donc ça, c'est vraiment des troubles d'apprentissage, mais il y a plein d'autres troubles qui sont totalement méconnus et souvent on va plus diagnostiquer d'ailleurs le trouble associé plutôt que le TDA, Oui. c'est-à-dire qu'on peut parler d'énurésie, par exemple, faire pipi au lit, ça fait partie des troubles associés. La bipolarité, ça on le découvre souvent sur le plus tard. Il y a aussi tout ce qui est épilepsie, voilà, enfin, je ne peux pas tous vous les citer parce qu'ils sont nombreux, les TOC, le TOP, les TIC, enfin voilà, ils sont Mm. nombreux. Et c'est vrai qu'en fonction de ces troubles associés, on ne peut pas accompagner l'enfant de la même manière. De Ouais. toute façon, le TDA, il faut le diagnostiquer, il faut que ça soit un médecin spécialisé, donc c'est neuropédiatre, neuropsychiatre, qui peuvent vraiment poser un diagnostic, puis surtout qui peuvent éventuellement proposer un traitement. Et c'est là que, bon, il y a beaucoup de divergences sur ce point-là, parce qu'il y a des parents qui ne souhaitent pas traiter leur Oui, enfant. c'est pas systématique. Ben, c'est pas systématique, c'est-à-dire que concrètement, il y a des profils où vraiment ça s'impose, parce Mm. que l'enfant se met en danger. Moi, ça a été le cas de mon premier. Si on n'avait pas décidé de le mettre sous traitement, alors c'est pas nous qui avons décidé, mais on a accepté le fait de le mettre sous traitement. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il serait devenu parce que c'était un électron libre. Je veux dire, il était intenable, même dans sa façon de parler. Ça partait dans tous les sens. Donc, cet enfant, il était malheureux parce qu'il était constamment rejeté, en échec scolaire alors qu'il était HPI. Donc, c'est Mm. complètement contradictoire. Et donc là, c'était impératif de poser le traitement. Mais il y a des parents qui ne veulent pas. Alors, ce qu'il faut savoir dans les traitements, c'est qu'il y a plusieurs traitements. Alors, pour ne pas les citer, Medikinet, Ritaline, Concerta, bon voilà, ils sont tous différents, mais ils ont pourtant cette même molécule. Donc, il faut savoir que c'est toujours le méthylphénidate, pardon, qui traite le trouble de l'attention. Et la différence de ces traitements, ben, ça va être leur excipient, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs effets, notamment sur la prolongation du traitement. Par exemple, pour les plus petits, on va plus conseiller le Medikinet, pour les plus grands, on va plus conseiller le Concerta, parce que le Concerta va durer un peu plus longtemps en fin de journée. Enfin voilà, ça, c'est des petites On voit que tu différences. as bien étudié le sujet. Pas étudiées, expérimentées. Et puis après, voilà, moi, de toute façon, j'ai accompagné les parents hein, dans tout leur suivi jusqu'à parler du traitement. Donc, c'est quelque chose que, voilà, il a fallu il fallait que je maîtrise un petit peu le sujet quand même. Et puis, de toute façon, il y a divers accompagnements. On parle souvent de la TCC aussi, la thérapie comportementale cognitive, qui est vraiment une nouvelle technique hein, qui va vraiment porter ses fruits parce que on va se rendre compte que ça soit sur les apprentissages ou sur le comportement, on va pouvoir faire switcher un comportement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va l'amener, déjà, on va essayer de comprendre la cause de ce trouble et puis on va l'amener sur un autre comportement. Et donc, souvent, il suffit de quelques séances, hein, il suffit peut-être de 10 séances pour pouvoir désamorcer vraiment un problème chez l'enfant. Quoi. Donc voilà, Mm. il y a tellement de choses aujourd'hui et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Il y en aura encore d'autres. On est qu'au début. Le TDAH n'a été officialisé comme handicap que depuis 2005. Hein. Ah oui. Mm, c'est récent. Donc c'est tout récent. Mm. Tu parlais tout à l'heure de ne pas exclure l'enfant TDAH du reste de la famille. Comment est-ce que tu encourages la communication et la compréhension justement au sein de la famille pour mieux soutenir l'enfant et faire en sorte qu'il soit inclus? Je dirais que de toute façon, même si la communication est difficile, même s'il y a des tensions très très importantes, même si l'enfant est constamment dans le rejet, même vous pouvez être dans le rejet aussi. J'ai des parents, moi, qui sont totalement dans le rejet de leur enfant, qui n'en peuvent plus, hein, qui arrivent même à les faire placer. Il faut le Mm. savoir, les contextes familiaux sont des fois très durs. Et je dirais que dans le pire, même dans le pire des cas, il faut toujours garder ce contact avec l'enfant. Il faut toujours lui montrer que vous êtes là parce que malgré tout, ils vivent constamment dans le rejet des autres. Et ça peut faire des dégâts immenses. Moi, je vois chez mon grand, c'est un enfant que je répare aujourd'hui, petit bout par petit bout, parce qu'il a une perte totale de confiance en lui, absolument, enfin, pas tout à fait, mais peu d'estime en tout cas de lui, de ses capacités. Il n'est pas encore conscient de ce potentiel et de si je sais qu'il en a. Donc, c'est vraiment garder ce contact, ça c'est primordial, c'est très important. Je pense que justement, à travers ce que je propose, j'offre finalement des méthodes concrètes, bon, qui sont toujours inspirées de la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, la communication non violente, pour amener justement la maman à trouver ben, les bons arguments, les bons comportements, avoir un regard différent sur son enfant, avoir toujours cette écoute active aussi. Parce que Mm. parfois, on pense écouter, mais en réalité, on entend. Mais c'est juste un courant d'air qui passe entre les deux oreilles. Il n'y a pas d'écoute active. L'écoute active, c'est pouvoir, en plus,
ajouter une action avec ça. C'est Mm. pouvoir le comprendre, lui dire, je te comprends. Je comprends que ça puisse être difficile. Et ça, vous savez, quand on dit à quelqu'un qui va mal, je te comprends, j'imagine combien c'est difficile, je Ouais. peux vous dire que tout de suite, là, il est capable de plus écouter ce que vous avez à lui dire. Et Mm. puis moi, je repartis aussi la reformulation. La reformulation, c'est qu'un enfant TDAH, il est de toute façon submergé par ses émotions. Ça le déborde, donc il va vous dire quelque chose sous un effet de colère, une phrase qui pour lui veut dire autre chose, mais vous, vous êtes là, vous ne savez pas de quoi il vous parle. Et puis tout de suite, vous sentez ce ton du reproche par rapport à votre enfant. Donc vous aurez tendance à répondre vous aussi par le reproche. Eh bien moi, j'explique aux mamans qu'il faut aussi apprendre la reformulation. Si un enfant, par exemple, un cas concret, est en train de jouer avec son Lego dans la chambre, vous voulez qu'il s'arrête pour qu'il aille prendre sa douche. Et là, vous lui dites, bon, allez, maintenant tu t'arrêtes, il faut aller prendre sa douche. Le petit, oh, j'en ai marre, tu me laisses pas finir alors que je suis en train de commencer. Alors que ce qu'il a simplement envie de dire à sa maman, c'est, maman, est-ce que tu veux bien attendre que je finisse de finir mon jeu pour pouvoir ensuite aller à la douche? Et la maman, elle n'a plus qu'à dire, bah, oui, mais seulement ça ne se passe pas comme ça. Oui. Donc la maman, elle va répondre, j'en ai marre, tu me réponds, tu ne m'obéis pas. Vous voyez ce processus qui est souvent en place avec l'enfant, eh bien, il faut que la maman reformule et qu'elle lui dise, est-ce que tu veux me dire que tu préfères terminer ton jeu avant d'aller à la douche? Oui, maman. Ok. Et vous pouvez être surprise qu'en fait, l'enfant, mais il n'est pas toujours comme ça, c'est pas vrai. Il suffit simplement d'adapter son message par rapport à la personne qui vous écoute. Si Mhm. vous avez envie que l'enfant vous écoute, il faut utiliser le bon ton. Et ça, c'est pareil, c'est un travail qui demande un petit peu de méthodologie, mais en tout cas, Oui. c'est pas si compliqué, quoi. Et qui peut-être chez les mamans génère un peu de stress et de frustration, ou même, voire même beaucoup. Comment est-ce que tu les accompagnes pour gérer ces phases-là? Ben, je pense que de toute façon, franchement, naturellement, ce que je fais, c'est vraiment les déculpabiliser parce que, franchement, comme je dit tout à l'heure, on va pas nous apprendre un jour, tiens, tu as eu un bébé enfant TDAH, et ben, je vais tout expliquer. Tu vas faire comme ça, comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est utopique. Donc, la maman, elle est là, elle improvise tout le temps, finalement. Et puis, ben, des fois, elle fait pas bien, mais c'est pas sa faute parce qu'effectivement, c'est tellement extraordinaire, cette situation. Mm. C'est, c'est pas commun, quoi. Donc déjà, je les déculpabilise, mais par contre, je leur dis qu'il ne faut plus avoir place à l'improvisation. Parce que quand on improvise, on fait que subir. Donc, je leur demande toujours de se mettre en action, de pouvoir accepter qu'il puisse y avoir un changement et que ça puisse être positif. Et puis, plutôt que de jouer sur la culpabilité, ben, je vais leur dire, vous n'êtes pas coupable, mais par contre, vous pouvez être responsable de certaines choses. Il y a des comportements chez l'enfant TDAH qui peuvent être encore plus débordants, encore plus importants parce que vous n'avez pas su justement adapter votre message, votre comportement à vous, et puis même vous dans votre fonctionnement pour vous à la maison. Voilà, c'est ce que j'ai vécu au tout début. J'étais complètement pas du tout dans le bon schéma. Donc c'est vrai que l'enfant, il va reproduire, il va travailler en miroir avec vous. Et donc Oui. j'explique qu'elle a une responsabilité là-dessus. Et ça, c'est important. Vraiment, j'appuie toujours là-dessus parce que il faut arrêter de se culpabiliser, ça sert à rien. Le mal est là, bon, l'handicap est là, on doit faire avec. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut changer, quoi. Mhm. Et à celles qui se sentent dépassées ou isolées par rapport à ces troubles-là, quels Ouais. conseils tu leur donnerais? Ah, ça, c'est très récurrent. De toute façon, les mamans se sentent seules, hein, elles sont un peu seules au combat, quoi. Donc, Mm. je leur dirais franchement, ne restez pas sans agir. Ne restez pas là à attendre qu'un miracle arrive Ouais, ça va pas se régler tout seul, quoi, avec et que le ça temps. peut se régler tout seul. Parce que j'en vois beaucoup qui sont des guerrières. Oui, non, c'est bon, ça va le faire, je vais m'en occuper. En Ben non. grandissant, ça va aller mieux. En grandissant, c'est de pire en pire. Ouais. Et ça, c'est terrible à entendre, mais en grandissant, c'est de pire en pire. Quels que soient les troubles, hein, je veux dire, le TDAH, comme ça peut être la bipolarité, comme ça peut être le TSA, parce que la TSA, c'est les troubles autistiques aussi. Là, tout à l'heure, j'ai eu une maman en coaching sur les troubles autistiques. Et effectivement, pour le moment, elle me dit, pour le moment, tout va bien. Oui, pour le moment. Mm. À un moment donné, voilà, l'enfant, il a besoin vraiment de méthodes, il a besoin de choses avérées qui sont prouvées scientifiquement, qui ont été testées. Voilà, donc il ne faut pas rester seul, il faut aller chercher les solutions. Évidemment, il y a le milieu associatif aussi qui peut être quand même très intéressant pour tout ce qui est quel choix de médecin, où est-ce que je peux avoir un bon médecin par rapport à mon secteur. Ça, elle travaille énormément là-dedans, les associations. Et puis, je pense qu'il faut toujours rester curieuse, il faut rester investi aussi. Euh, et puis, moi, j'aime aussi leur dire que à travers cette expérience, il y a peut-être une mission de vie aussi. Moi, en tout cas, ça a Mm. été le cas. Oui. J'aurais pu ne pas en faire un métier, hein, bien sûr. J'aurais pu m'en tenir à ma propre expérience personnelle.
Mais parfois, on peut, à travers cette expérience-là, eh bien, se découvrir un nouveau potentiel, des qualités, des choses qu'on ne soupçonnait pas si on n'avait pas vécu ça. Et peut-être de pouvoir l'exploiter et d'en faire quelque chose, même si c'est pas professionnel, mais en tout cas en parallèle à notre vie professionnelle, quoi. Hmm. D'accord. Et est-ce que tu aurais des ressources ou des livres à partager pour justement que les mamans commencent à approfondir leur compréhension du TDAH, en plus des conférences que tu fais régulièrement pour Et oui. ton accompagnement et ton programme? Qu'est-ce qui vient? Ben, tout de suite, ce qui me vient en tête, moi en tout cas, c'est un livre qui a vraiment impacté mon regard sur le TDAH. Je dis bien mon regard sur le TDAH parce que c'est vrai que je voyais mes enfants comme un problème. Aujourd'hui, je les vois comme un cadeau. Et vraiment, c'est très sincère. Je ne dis pas pour euh, faire de l'effet. C'est vraiment la réalité. C'est ce que je pense. C'est un livre d'Olivier Révol, qui est juste le plus grand neuropsychiatre et qui est spécialisé dans le TDAH de l'enfant et de l'adolescent et qui a même d'ailleurs créé son service à Lyon, au CHU à Lyon, et qui s'appelle On se calme, enfants agités, parents débordés. Je trouve que rien que dans le titre, Hmm. ça veut tout dire, parce que finalement, ce livre, eh bien, il nous montre qu'il faut être rassurant, il faut pas, il faut pas en faire toute une montagne, quoi. Voilà, je veux dire, dès le moment où on a une particularité à la maison, il faut agir, il faut mettre des choses en place, il faut être patient. Et tout ça, il explique aussi que l'enfant TDAH, il a réellement du potentiel. Moi, je vois, ne serait-ce que mes enfants, quand je vois les photos d'avant, hein, quand ils étaient plus petits, alors après, quand ils sont ados, ça fait un peu la tête, hein, mais quand ils étaient tout petits, mais c'était des puits de joie, ces enfants. Ils ont une joie qui est, encore une fois, multipliée par 10. Tout est multiplié par 10 chez eux. Mais ils ont un humour détonnant, ils ont une intelligence, ils sont futés, ils vous sortent des fois des réflexions, mais on est mort de rire. Et ça, franchement, je pense que c'est une chance aussi parce qu'on est dans une maison qui vit. Il y a de la vie, il y a du mouvement. Et voilà, lui, il nous raconte très bien ça parce qu'en plus, il se trouve que lui-même était un enfant, bon, il est adulte maintenant, mais c'est un TDAH et qu'il a réussi à faire une carrière incroyable. Et puis en plus, il en Oui. a fait une spécialité. J'ai pu le rencontrer lors d'une conférence, un grand séminaire qui se tenait à Lyon, et j'ai pu discuter avec lui. Et même dans sa façon de présenter son propre vécu, eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est un homme qui est très bienveillant, qui a su montrer que voilà, le TDAH, c'était pas une fatalité et qu'on pouvait faire quelque chose de beau avec ça. Moi, je sais que, par exemple, que quand on est TDAH, eh bien, on a la capacité de travailler 10 fois plus, on est beaucoup moins fatigué, on a des idées à foison tout le temps, ça fuse de tous les côtés. Voilà, on est créatif, on est vivant, quoi. On est des personnes où on a toujours besoin. Il y a qu'à voir ma façon de parler. Voilà, moi je suis comme ça tout le temps. Je suis toujours à fond dans tout ce que je fais. Et ça, je pense que c'est quand même de super qualité. Et donc, ce livre, eh ben, il met en avant tout ça. Et je pense que c'est vraiment une respiration. Moi, je le conseille à toutes les mamans, à tous les parents, même les grands-parents, pourquoi pas, parce que ça réconcilie avec le trouble du TDAH, vraiment. Mhm. Justement, tu parles, ce sera la dernière question pour conclure, tu parles des mamans, qu'en est-il des papas? Ah, les papas, c'est une bonne question, hein. Question piège. Elle Oui, n'était pas parce que écrite, celle-là. ouais, 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 je te remercie, Clémence, je te remercie. En réalité, je sais que tu m'attends au virage parce Pas que du tout, pas du tout. non, j'ai beaucoup de mamans qui me questionnent à ce sujet parce que c'est vrai que ma communauté s'appelle Maman TDAH et Femmes Heureuses. Et souvent, on me dit, et les papas? Même mon fils ce matin m'a posé la question, mon fils de 19 Ah. ans, il m'a dit, mais pourquoi tu t'adresses pas au papa? Alors j'ai dit, ben, je ne m'adresse pas au papa parce que je pense que réellement, quand il s'agit d'éducation de l'enfant, quand il s'agit du terrain affectif, c'est quand même la maman qui est au premier rang. Et puis, il y a une réalité aussi qui est quand même pas très rigolote, c'est que les mamans, alors je ne peux pas donner un chiffre comme ça au pif, mais moi je vois toutes les mamans avec qui je suis en contact, la grande majorité sont des mamans seules. Les papas se font la malle, ils s'en vont. Hmm. Ils s'en vont parce que réellement, ils sont confrontés à leurs difficultés dans l'autorité. Et ça les désarçonne. Le mal est pris dans son ego et là, ça ne fonctionne pas. Donc, forcément, il s'en va. Alors, j'ai rien contre les hommes, pas du tout. Parce que moi, justement, dans le programme, j'explique que le papa a vraiment un rôle. Il a un rôle à jouer dans ce trio, hein, quand ils ne sont pas plusieurs, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs enfants. Mais il a une importance et souvent, les mamans mettent un petit peu ça de côté. Et moi-même, j'ai fait cette pendant des années et il en a énormément souffert.
Hmm. parce que j'avais une relation exclusive avec cet enfant et le papa se sentait vraiment, il n'était plus dans ce cocon-là, quoi. Il était exclu de tout ça. Et donc, j'en parle quand même. Je n'exclus pas le papa. Mais je m'adresse aux mamans parce que je pense qu'elles sont réellement dans une grande souffrance parce qu'elles devenaient tout. Je veux dire, c'est l'enfant, c'est elle qui habille l'enfant, c'est elle qui le lave, c'est elle qui fait faire les devoirs, souvent, hein, je dis souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas. C'est les mamans qui sont confrontées au discours de la maîtresse qui est dans le reproche. C'est les mamans qui gèrent l'organisation pour l'école, pour les rendez-vous avec les spécialistes. C'est les mamans, quoi. C'est les mamans. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai vu toutes ces mamans qui pleuraient sur mon épaule, c'est vraiment ça, elles me pleuraient sur l'épaule. Elles me disaient, mais on fait rien pour nous. Les mamans, on est complètement laissées à l'abandon. Je me suis dit, OK, allez, Ça a été l'appel de la mission. je vais y aller et je vais essayer de les défendre et être au moins un porte-parole, quoi. Voilà. Donc moi, je suis toujours avec mon mari, tout va bien, mais je peux vous dire que je suis passée aussi par des phases très, très compliquées. Ça met vraiment à l'épreuve le couple, hein. Ça c'est vrai. Merci d'avoir répondu à cette question optionnelle. Je te remercie d'avoir pris le temps d'éclairer un peu toutes ces mamans qui sont face à ces troubles-là et qui se posent toutes ces questions. Ton expérience est très précieuse. Eh bien, je te remercie Clémence. Merci beaucoup de m'avoir interrogée. C'est un privilège. Donc voilà, j'espère qu'à travers toutes mes réponses, j'ai quand même pu voilà, donner un petit panel de ce que peut être la vie avec un enfant TDAH, quoi. Oui, et puis si elles ont d'autres questions, elles viendront à tes conférences et elles pourront découvrir ton accompagnement. Exactement. Je te remercie Gaëlle, je te dis à bientôt. Merci Au beaucoup. revoir Gaëlle. À bientôt.